Bonjour à tous, merci pour l'introduction. C'est donc un plaisir de pouvoir partager avec vous les premières données concernant notre projet SIMPAT. Alors SIMPAT, l'acronyme vient de la fusion entre deux mots-clés au centre de ce projet, Seamless Care, donc la continuité des soins, et le patient, puisque c'est un projet qui travaille beaucoup sur la participation active du patient. Alors quelques éléments de contexte sur comment est-ce qu'on en est arrivé à imaginer ce projet et à chercher un financement pour ce projet. Deux éléments principaux. Au départ, un travail un petit peu plus académique puisque j'ai participé avec la KUL au travail pour le KCE qui a généré un rapport sur quelles sont les opportunités pour améliorer la continuité des soins chez nous en Belgique et quels sont les messages intéressants que l'on peut retirer de l'étranger pour pouvoir nous aider à avancer dans ce cadre-là. Ça, c'était le rapport du KCE qui a généré une série de recommandations. Et puis en parallèle à ça, au sein du CHU d'Innan-Bodine, au cours des plus ou moins 5 dernières années, on a mis en place tout un projet qui comporte plusieurs volets. On a d'une part des pharmaciens cliniciens qui sont impliqués dans 5 unités de soins et qui font de la réconciliation médicamenteuse de façon proactive. Mais en parallèle, comme toutes les unités de soins ne sont pas couvertes, on a mis en place un projet plus large qui contient d'une part une sensibilisation et une participation des patients, d'autre part une sensibilisation des professionnels de la santé. Et vous voyez, même si ce n'est pas très clair ici, dans le petit encadré, on a développé en fait un formulaire pour les patients que les patients sont invités à compléter lorsqu'ils arrivent à l'hôpital ou avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital, par exemple dans le cadre d'une consultation préopératoire. C'est un formulaire papier, une page recto verso, où on leur pose une série de questions structurées dans le but in fine d'obtenir de leur part une liste de médicaments la plus complète et la plus actualisée. Ce sont des choses qui ont été validées et travaillées avec des versions successives qui ont évolué au cours du temps. De cette idée-là, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'évoluer vers une version électronique de ce formulaire papier, tout en continuant à faire participer les patients. Je m'excuse, il va apparemment y avoir quelques petits problèmes dans le format des DIA. Et donc voilà, ceci est la deuxième partie de la DIA. On a donc voulu travailler la participation du patient avec les outils électroniques et, comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises ce matin, quelque part tant mieux parce que c'est tout à fait en lien avec différentes initiatives et différents incitants qui ont été mis en place dans notre pays pour améliorer la continuité des traitements. Alors l'objectif du projet SIMPAT, il est de définir et de mettre en œuvre un processus électronique de réconciliation médicamenteuse dans lequel le patient participe activement. Et nous avons voulu, dès le départ, ne pas nous concentrer sur un milieu de soins particulier. Le projet est donc conçu de façon à ce qu'il puisse s'appliquer et être appliqué autant du point de vue ambulatoire que du point de vue hospitalier. Je pense que c'est certainement une des forces de ce projet. Alors plus concrètement, définir et mettre en œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on souhaite définir et mettre en œuvre deux applications différentes. Premièrement, ce qu'on appelle l'application patient, que je vais détailler par la suite. C'est une application qui sera donc destinée à être utilisée par les patients qui gèrent leur traitement à domicile, dans l'objectif qu'ils puissent nous aider à documenter la liste des médicaments qu'ils prennent. La deuxième application est l'application réconciliation qu'on appelle également conciliateur. Ce n'est pas une personne, c'est l'application dans le cadre de notre projet, qui est destinée aux professionnels de la santé en première et en deuxième ligne pour leur fournir un support électronique à la réconciliation. Je vais vous donner des exemples, des informations plus détaillées par la suite. C'est un projet qui est financé par la région Wallonne dans le cadre du programme WBL. C'est un projet qui dure 3 ans et on arrive tout doucement à la moitié du parcours. Alors comment est-ce qu'on a l'application patient que pour l'application conciliateur? On suit globalement la même méthodologie. La première étape, c'est qu'on travaille à identifier l'état de l'art et les besoins de la part des utilisateurs. Dans un deuxième temps, ce premier travail nous permet de définir un cahier des charges et nous permet de faire les développements nécessaires, notamment sur le plan informatique, mais pas que sur le plan informatique. Et troisièmement, évaluer les prototypes qui ont été développés, sachant que la deuxième et la troisième action sont très itératives. On travaille avec plusieurs cycles PDCA, c'est-à-dire qu'on va faire un premier développement qu'on va évaluer, on va adapter notre prototype pour pouvoir le réévaluer. Donc c'est assez itératif. En parallèle à ces 3 grandes parties, il y a tout au long du projet une analyse sur les plans juridiques et anthropologiques, dont je ne vais pas parler spécifiquement aujourd'hui, mais donc il y en a un anthropologue et un juriste qui regardent à tout l'aspect juridique et anthropologique de la mise en place de ce type de système.
Alors, comment est composée l'équipe du projet? Trois grandes structures qui se complètent. Donc, au niveau des partenaires, donc c'est l'Université de Namur, le CETIC et l'UCL qui sont concernés, et les expertises et les backgrounds qui font partie de l'équipe. On a donc des médecins, pharmaciens, informaticiens, un juriste et un anthropologue. Nous sommes entourés de parrains avec qui on travaille de façon extrêmement proche pour pouvoir au mieux valoriser la solution qui va être mise en place. Et donc les parrains sont en l'occurrence le réseau Santé Wallon, le CHU d'Innan-Godine, MIMS qui fournit le dossier patient électronique à Godine et les mutualités chrétiennes. Et par ailleurs, on a un comité consultatif qui se réunit 2 à 3 fois par an, dans lequel sont représentés une série de professionnels de la santé, comme les pharmaciens d'officine, les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les infirmiers à domicile. On a également 2 représentants de patients dans le comité consultatif, des représentants SPF Région Wallonne e-Health. Donc on a quand même un support assez large et une façon de réfléchir assez large à ce niveau-là. Alors vous avez déjà eu une partie de cette image tout à l'heure, mais je vais prendre ici le temps de vous l'expliquer. Vous avez les patients qui sont indiqués ici, entre parenthèses les aidants. La solution actuelle va viser d'abord à permettre une identification des patients, c'est notre priorité, le patient à domicile. Vous avez les principaux acteurs de soins qui sont représentés ici, en l'occurrence le médecin généraliste, comme on vous en a parlé tout à l'heure, qui est capable de produire un summaire qui sera mis à disposition dans le coffre-fort, les médecins spécialistes et les prestataires en milieu hospitalier, les pharmaciens d'officine avec le dossier pharmaceutique partagé dont on a parlé ce matin. Les pharmaciens cliniciens ne sont pas représentés stricto sensu. Comme on l'a dit ce matin également, ils n'ont pour le moment pas accès aux données du réseau Santé Wallon, mais les discussions sont en cours pour pouvoir le permettre et on a une demande qui va être introduite assez prochainement. Donc ça, c'est la structure actuelle. Au niveau hospitalier, les hôpitaux peuvent produire de l'information qui est pas stockée sur le réseau Santé Wallon, mais en tout cas, le réseau Santé Wallon va indiquer aux autres prestataires que, par exemple, l'hôpital CHU d'Innan-Godine a produit un résumé de sortie pour le patient. Donc ça, c'est la structure actuelle dans laquelle on se situe au démarrage du projet avec les principaux prestataires. Je vais compléter cette image au fur et à mesure de ma présentation. Alors, on va passer à l'application patient dans un premier temps. Comment est-ce qu'on a travaillé pour cette première étape d'identification des besoins et d'état de l'art? On a tout d'abord fait une revue de la littérature. Également, on a travaillé avec des bases de données brevets dans le but d'essayer d'identifier des systèmes existants qui permettent une participation du patient pour documenter sa liste de médicaments. On a également travaillé, c'est le premier point ici, sur, de façon plus générale, quels sont les facteurs importants qui influencent la participation des patients en termes de qualité et sécurité des soins. Donc, quels sont les facteurs qu'on devrait prendre en compte dans le développement de notre solution. Alors, un aperçu, mais très rapide, on a identifié essentiellement 4 applications développées aux États-Unis. On a très peu d'outils disponibles en Europe sur base de la recherche qu'on a fait, en tout cas. Voici un exemple, c'est le Colorado Care Tablet, qui est une application utilisée sur tablette par des patients âgés de 65 ans et plus, vivant à domicile dans le Colorado. Et ces patients peuvent documenter au départ d'une liste existante quels sont les médicaments qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Et cette information est partagée avec différents prestataires de soins. Deuxième exemple, l'application Apid, développée à Portland, donc toujours aux États-Unis, qui est développée pour des patients qui viennent en consultation à l'hôpital, où on leur présente une liste de médicaments qu'ils prennent probablement, et le patient doit chaque fois valider pour chaque médicament s'il prend différemment, s'il ne prend pas, ou s'il n'est pas sûr. Ce type d'information, donc il y a des données qui ont été publiées par rapport à ces applications. Ce type d'information nous a aidé à écrire le cahier des charges de notre application et en supplément, puisque ces données proviennent principalement d'autres pays, nous avons fait 6 groupes focaux avec des patients et avec des professionnels de la santé, entre autres pour avoir leur point de vue sur la solution que l'on souhaitait développer. D'abord, savoir la problématique qu'ils rencontrent, mais ça, tout le monde confirme que la continuité des soins par rapport aux médicaments est quelque chose d'extrêmement complexe et qui n'est pas optimal chez nous. Et ensuite, on leur a demandé leur avis sur différentes choses que l'on souhaitait développer pour nous aider un petit peu à orienter correctement, en fonction de leurs besoins, notre application. Sur base de ça, on a donc défini un cahier des charges. Je vais vous donner quelques éléments clés qui se trouvent dans ce cahier des charges. Au niveau des fonctionnalités de l'outil, d'abord, il a été décidé que il faut partir d'une liste existante. On ne demandera pas aux patients de partir d'une liste blanche et d'encoder chaque médicament un à un. Je vais vous montrer après de quelle liste on va partir.
On ne va pas demander aux patients de comparer plusieurs listes, par exemple la liste du médecin généraliste et la liste des médicaments délivrés par l'officine, parce que c'est quelque chose qui porte à confusion. Et puis, on va, dans la mesure du possible, pouvoir associer des photos de médicaments pour que le patient puisse valider plus facilement chaque ligne. Au niveau des exigences non fonctionnelles, il est indispensable qu'on explique clairement au patient quel est le rôle que l'on attend de lui dans l'utilisation de cette application, notamment sur base d'autres expériences qui ont déjà eu lieu. Il est important de dire aux patients, on ne vous demande pas de vous substituer au médecin, vous ne serez pas un patient difficile parce que vous utilisez ce genre d'application et vous ne devez pas non plus faire le travail d'un médecin qui serait incompétent, ce n'est pas ça le but de l'application. Donc il y a une série d'éducations à faire là derrière. Et par ailleurs, il est indispensable, et c'est un facteur clé pour inciter les patients à participer activement à leurs soins, c'est que les professionnels eux-mêmes doivent les inciter à le faire. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un énorme travail d'éducation des professionnels à faire également pour encourager la participation active des patients. Alors, je reprends le schéma d'architecture que je vous ai montré tout à l'heure et je le complète ici avec ce que l'on prévoit pour l'application patient. Donc l'idée, c'est que le patient va pouvoir se connecter à l'application patient de SynPat pour renseigner la liste des médicaments qu'il prend à domicile. Et cette liste renseignée par le patient sera mise à disposition sur le réseau Santé Wallon et donc accessible aux professionnels de la santé qui ont un lien thérapeutique avec le patient. Je vous ai dit, le patient ne va pas partir d'une liste blanche, donc l'idée, et ça c'est quelque chose d'important, on a dû se situer dans le contexte actuel. Nous avons choisi de ne pas dessiner une architecture avec un schéma de médication unique dans ce cadre-ci, pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'on en estimait que les professionnels et le système actuel n'étaient pas suffisamment mûrs dans le calendrier de notre projet que pour pouvoir évoluer vers ça. Donc l'idée, c'est que, de nouveau, il y a une petite partie qui s'est effacée, c'est pas grave, c'est que la liste qui va être proposée aux patients pour validation sera une liste dans laquelle seront intégrées des données qui proviennent éventuellement d'une liste précédente du patient lui-même, des informations fournies par le médecin généraliste via le SUMER, des informations fournies par l'hôpital via une liste de médicaments qu'il aurait mise à disposition sur le RSW et des informations de délivrance, éventuellement de schéma de médication par le pharmacien. Alors vous avez vu qu'il y a une ligne qui est apparue ici. On a dit ce matin, il n'y a pour le moment pas de connexion entre le DPP et les systèmes hub, en l'occurrence ici le réseau Santé Wallon. Il est prévu dans le cadre du projet SynPat de pouvoir mettre en place ce lien afin que l'on puisse utiliser, parce qu'on pense qu'elles sont intéressantes, les données de délivrance et éventuellement les schémas de médication générés par le pharmacien. Donc ça, c'est l'architecture de l'application patient. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples de la version actuelle du prototype. Donc voici une liste de médicaments telle qu'elle pourrait être présentée aux patients sur base des informations que j'ai expliquées juste avant. Et on va chaque fois demander au patient de confirmer s'il prend de la même façon, s'il prend différemment, s'il ne prend pas, ou s'il ne sait pas s'il prend ce médicament. Les médicaments vont être listés par ordre de classe ATC, et donc le patient va chaque fois pouvoir documenter un choix particulier par rapport à chaque médicament, éventuellement documenter une posologie si la posologie n'est pas encore reprise, éventuellement documenter également une indication. Le patient pourra également ajouter des médicaments qui ne sont pas repris dans la liste actuelle. On va l'inciter à penser à toutes les formes galéniques possibles dans l'ajout des médicaments. Et lorsqu'il aura choisi, par exemple, ici, le comprimé, il va pouvoir, de différentes façons, on vous montre ici, en tapant les premières lettres du médicament, sélectionner le médicament qui le concerne, encoder une posologie, et ce médicament sera alors ajouté à sa liste de médicaments qu'il a validée. L'idée étant que le patient puisse se connecter aussi souvent qu'il le souhaite à l'application, avec l'idée qu'il puisse se connecter avant d'aller par exemple en consultation chez le généraliste, en consultation chez le spécialiste ou en hospitalisation. Donc ça, c'est la version actuelle du prototype, mais qui sera encore amenée à évoluer justement par rapport aux évaluations que l'on a mises en place. Ça, c'est la troisième partie. Donc on a décidé de travailler, on est vraiment dans une étude proof of concept, comme on dit ici. On travaille avec des prototypes, on est très en amont dans le développement du prototype. Donc on travaille avec des patients volontaires, des patients à risque de discordance, dont la grande majorité prennent au moins 5 médicaments de façon chronique à domicile, et on vise à avoir au moins 50% de notre échantillon qui a 65 ans et plus. On travaille avec 3 groupes différents, des greffés pulmonaires, des patients ambulants et des patients qui viennent pour une chirurgie programmée.
tout simplement pour qu'on puisse avoir différents types de situations, une consultation chez le spécialiste, une consultation chez le médecin généraliste et une hospitalisation dans notre cas d'évaluation. Ce qu'on a fait pour le moment, on a fait 2 premières phases d'évaluation avec le prototype qui est un prototype qui n'est pas encore connecté, comme vous l'avez vu dans le schéma d'architecture. Les développements sont en cours, certaines analyses juridiques sont en cours également. Et donc nous avons pour le moment travaillé avec 2 évaluations. La première avec 5 patients dans chacun des 3 groupes, la deuxième avec 10 patients dans chacun des 3 groupes. Vous voyez, on est avec des chiffres assez restreints, c'est tout à fait normal dans ce type de développement. Et donc on a travaillé pour le moment avec des versions statiques et semi-dynamiques, mais où les patients étaient amenés à devoir utiliser l'application sur un traitement qui n'était pas réellement le leur. Donc on est encore dans une situation relativement fictive. On espère pouvoir, début 2016, commencer les évaluations dynamiques en situation réelle où les patients seront amenés à valider leur propre liste de médicaments. Alors, qu'est-ce que les évaluations ont donné jusqu'à présent? Oui, tout d'abord, vous dire qu'on évalue principalement ce qu'on appelle l'utilisabilité, d'accord? Donc, c'est quelles sont les facilités ou les difficultés dans l'utilisation de l'application telle qu'on l'a conçue pour le moment, également la satisfaction des utilisateurs, et dans la prochaine phase d'évaluation, on va également évaluer dans quelle mesure la liste que le patient valide est une liste qui correspond à ce qu'il prend réellement, donc on va faire des mesures comparatives. On a fait certaines évaluations satisfaction, je ne vais pas parcourir chacune des lignes. Vous voyez que globalement, les patients se disent très satisfaits avec l'application qu'ils ont vue, qui est encore fictive, etc. Donc c'est très préliminaire. Enfin, les patients sont enthousiastes. Évidemment, on travaille avec des patients volontaires, donc c'est pour le moment un petit peu plus facile également. Alors je passe maintenant à la partie conciliateur, donc c'est la deuxième application, on est un petit peu moins avancé dans cette partie-là. On a travaillé de la même façon, donc on a d'abord identifié quels sont les systèmes existants de réconciliation médicamenteuse électronique, où là on a travaillé de façon très rigoureuse, on a fait une synthèse méthodique de la littérature, en consultant plusieurs bases de données, également des bases de données brevets, dans le but de pouvoir identifier des systèmes qui existent à l'étranger, de décrire quelles sont leurs fonctionnalités, est-ce qu'ils sont implémentés, et quels sont les résultats des évaluations qui ont été réalisées. Et notre but final était d'identifier quels sont les messages clés pour que ça fonctionne, dans l'idée de pouvoir fournir des recommandations pour nous dans le cadre de SILPAT, mais éventuellement dans un cadre plus large pour d'autres équipes. Alors, ceci est le flowchart, vous ne le voyez pas très bien, de la Systematic Review. On a identifié au total 11 systèmes existants de réconciliation médicamenteuse électronique, donc qui permettent en électronique d'avoir une liste de médicaments la plus complète possible, d'identifier les discordances entre plusieurs listes et de résoudre les discordances. Donc les 3 processus devaient être électroniques pour sélectionner les outils. Alors, ce sont des outils qui sont utilisés aussi bien à l'admission qu'à la sortie que pour des patients en consultation, aux États-Unis et au Canada dans ce que nous avons identifié. Et ce sont des outils qui sont implémentés dans pas mal de cas, avec des données concernant l'adhérence, qui n'est pas toujours facile à améliorer. Donc certains systèmes ont obligé, par exemple, à faire la réconciliation électronique avant de pouvoir prescrire, lorsqu'un patient vient, par exemple, en hospitalisation programmée. Voilà, il y a une série de données qui sont disponibles par rapport à ça. Voici 2 exemples de à quoi ressemble ce genre de système. On retrouve toujours une comparaison de plusieurs listes avec une identification des discordances et la possibilité de choisir pour pouvoir faire la réconciliation. On a également, c'est inspiré, ça a été mentionné tout à l'heure par Edith Dufay, du guide Marquis sur les recommandations qu'ils font sur comment est-ce qu'on implémente la réconciliation, également d'un très chouette outil qui explique au Canada sur comment est-ce qu'on passe d'une réconciliation papier à une réconciliation électronique. Et nous avons généré sur cette base une série de recommandations sur comment est-ce qu'on peut mettre en place de la façon la plus efficace possible un système électronique de réconciliation médicamenteuse. Alors nous avons également fait en parallèle des groupes focaux avec des médecins et pharmaciens en milieu ambulatoire et en milieu hospitalier. Et nous avons maintenant défini les exigences fonctionnelles. On n'a pas encore commencé les tests parce que les développements vont seulement démarrer. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir comparer 3 listes de médicaments. Si par exemple, je suis le médecin généraliste, je vais pouvoir comparer ma dernière liste de médicaments du patient avec la liste que le patient a documentée et avec des informations fournies par d'autres professionnels de la santé. D'accord ? On va mettre en évidence les discordances, on va permettre une réconciliation partielle ou complète. Par exemple, certains médecins spécialistes voudraient pouvoir confirmer ou résoudre des discordances pour certaines classes de médicaments, mais pas toutes les classes de médicaments. Et on va au maximum essayer de l'intégrer dans les flux existants
pour augmenter l'acceptation de l'outil. La liste réconciliée pourra ensuite être exportée sur le réseau Santé Wallon de nouveau. Donc, si je suis un médecin hospitalier, je vais pouvoir demander au système de me donner les informations médicaments qui sont communiquées par le patient et par les autres professionnels. Je vais comparer à ma propre liste, je vais réconcilier ma liste et je vais l'exporter sur le réseau Santé Wallon. Donc on n'est pas avec une seule liste médicaments. Si un jour on évolue vers un schéma médicamenteux unique, le système pourra toujours fonctionner puisque ce que l'on développe, c'est quelque chose qui permet de comparer des listes différentes, par exemple la liste du patient et le schéma médicamenteux. Voilà, donc ça c'est un exemple, comparaison des trois listes. C'est encore tout à fait préliminaire, ceci, on doit encore avoir beaucoup de discussions. Mais donc l'idée c'est de comparer la liste du prestataire, la liste du patient et la liste des professionnels et de pouvoir résoudre les discordances, ensuite intégrer le résultat dans son propre logiciel. Voilà, donc pour vous situer un petit peu où on se trouve, il y a encore énormément de challenges devant nous. Cette réconciliation médicamenteuse reste quelque chose d'extrêmement complexe de par le nombre d'acteurs qui sont concernés et de par la nécessité de travailler avec les outils électroniques. On espère pouvoir, avec les données que l'on collectera, générer certains changements dans le cadre de notre projet, mais également, si possible, dans le cadre plus large, notamment des initiatives qui ont été mentionnées ce matin au niveau fédéral. Je vous remercie pour votre attention.